Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Time4, le podcast qui met en lumière des entrepreneurs qui ont cassé les codes. Ici, on tend le micro à celles et ceux qui viennent d'horizons différents, parfois de loin des réseaux traditionnels, loin des parcours tout tracés, et qui ont su, par leur audace et leur détermination, créer leur propre voie. Je suis Samir, partenaire chez Daphne, et avec Théo, investisseur. Salut Théo. Salut Samir. On a le plaisir d'accueillir deux entrepreneurs qui incarnent parfaitement cet état d'esprit. Naoufel et Carino sont les fondateurs de Leviathan Dynamics, la première société du portefeuille de Time4. Naoufel et Carino, bienvenue sur Time4. Merci. Comment vous allez aujourd'hui ? Inviter. On va très bien. Super. Alors, dites-nous, qui êtes-vous, d'où vous venez ? Racontez-nous un petit peu votre parcours. Je vais peut-être commencer. Donc, moi, j'ai un parcours plutôt d'industriel. J'ai passé quelques décennies dans l'industrie. Je suis de formation ingénieur en productique. Et en réalité, le parcours que j'ai suivi suit trois phases. La première phase, c'est plutôt de l'exploitation d'usine. La deuxième phase, c'est plutôt de l'exploration de marché et comment on peut rendre en fait une innovation intéressante et apporter une contribution à la société. Mais là, je suis dans cette phase plutôt de transmission et de circularité. Et donc, c'est ce qui m'amène aujourd'hui à être le CEO de Leviathan Dynamics. Alors moi, c'est Carino Kang. Je suis ingénieur en mécanique des fluides énergétiques. Je fais partie des fondateurs de Leviathan Dynamics. On a fondé la société fin 2016, donc ça fait presque 10 ans aujourd'hui. Moi, je viens plutôt d'un milieu... Voilà, j'ai grandi dans le 93. Je fais mon lycée, ma scolarité dans le 93. Par la suite, j'ai eu l'opportunité de faire une classe prépa à Saint-Louis. Par la suite, j'ai suivi le parcours ingénieur classique. J'ai passé les concours. Après, j'ai intégré des premières entreprises dans tout ce qui était aéronautique, aérospatial au début. Après, j'ai voulu aller plus dans l'opérationnel, dans tout ce qui était industrie. J'ai travaillé en tout 8 ans. Avant d'avoir monté Leviathan. Et c'est vrai que je trouvais que ces sujets de décarbonation n'étaient pas vraiment au cœur des préoccupations des entreprises dans lesquelles je travaillais. Et je voulais mettre à contribution, je dirais, les compétences que j'ai acquises à travers mon expérience, mes formations, pour faire travailler la science dans le bon sens. Et justement, Carino, lorsque tu es dans le 93, lorsque tu es jeune, est-ce que tu as des exemples d'entrepreneurs autour de toi ou pas du tout, ou tu es le premier entrepreneur Il y a entrepreneurs et entrepreneurs. Oui. Et effectivement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont plutôt ouvrir des commerces de quartier. Mm-hmm. Ça, c'est, on ne peut pas l'enlever. Et c'est vrai que c'est des aventures entrepreneuriales aussi à chacun son échelle. Mais c'est vrai que des entrepreneurs sur des deep tech qui peuvent changer le monde, il n'y en a pas tant que ça qui viennent des quartiers. On y reviendra tout à l'heure justement entre science et quartier. Et du coup, Naoufel, pour toi, lorsque tu penses à ton enfance et ton environnement de départ, quelles sont les premières intuitions, les premiers mots Ah oui. Alors moi, je suis né en Tunisie. Donc je suis venu après mon bac, mon bac en poche. Je n'étais pas normalement censé faire les classes préparatoires, mais j'ai été sélectionné. Je voulais être plutôt pilote de ligne. Ma mère voulait que je sois médecin, donc j'ai fini ingénieur. Donc j'ai un parcours où, en réalité, il fallait à chaque fois apprendre un nouveau système. Donc à chaque fois que je rentre, j'ai des systèmes devant moi, on vit dans un monde de systèmes. Donc il faut être en capacité de comprendre ces systèmes et d'être en capacité de comprendre le vocabulaire, le langage, et à chaque fois d'être en capacité aussi de pouvoir contribuer encore une fois, tout ayant compris pour faire en sorte que les choses se passent bien. Donc j'ai un parcours qui est, comme j'ai dit, plutôt industriel, mais pas que, puisque en réalité, quand on est ingénieur, on réfléchit beaucoup d'une manière très rationnelle. Donc j'aime beaucoup aussi aller chercher mon côté plutôt créatif, artistique, pour pouvoir compenser ça. Il se trouve aussi que j'ai une appétence pour les langues, donc je parle 5 langues, je suis en train d'apprendre encore des langues en ce moment. Vas-y. Donc c'est le japonais en ce moment, donc j'ai aussi appris un peu d'allemand, un peu de chinois, mais actuellement, donc je suis dans cette partie-là d'apprentissage. Ah, super. Et ça a été quoi justement le déclic pour toi de partir de la Tunisie à ce moment-là, dans ton enfance? Alors, c'est quelque chose qui est venu sans que je l'ai demandé. Comme je l'ai dit, moi, je voulais faire plutôt des études pour devenir pilote.
Mais il se trouve que mon parcours, qui a été assez constant, assez régulier, a fait que j'ai passé mon bac avec quelques résultats. Et donc, on m'a dit, bah, tiens, tu es sélectionné, tu pars en France pour faire des classes préparatoires. Donc, j'ai découvert ça en quelques mois, pendant l'été 83, où j'ai compris qu'il fallait changer de pays, changer de culture, et de pouvoir apprendre, en fait, comment ça se passe quand on est en classe préparatoire, avec tout ce qui va avec, comme concours, et tout ce qui va être la sélection qui va suivre derrière. Encore faut-il être en capacité de ne pas perdre cette compréhension de là où on vient pour pouvoir faire en sorte que ce qu'on nous a apporté puisse servir et puisse être après retransmis. Et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Et à quel moment tu as eu le déclic d'entreprendre ? Alors, moi, je suis le côté entreprendre. Je lui donne une définition assez large. Pendant longtemps, j'étais intrapreneur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même de mon organisation, je n'attends pas qu'on puisse me dire tiens, tu peux entreprendre un projet. Pour moi, j'ai fait que des projets dans lesquels j'ai embarqué des équipes, dans lesquels j'ai pu mettre en œuvre des solutions qui n'existaient pas avant, mettre un peu d'organisation, un peu de méthode, parce qu'en fait, quand on travaille dans les systèmes, il faut être en capacité aussi d'avoir des outils. Et toute ma vie, j'ai constitué une boîte à outils que j'essaie, dès que je peux, je transmets les outils que j'ai pu apprendre pour pouvoir faire en sorte qu'autour de moi, dans l'équipe, on puisse avoir des outils qui nous permettent de bien résoudre des problèmes. Parce qu'en réalité, quand on est dans le domaine industriel, quand on est dans l'entrepreneuriat, il faut être en capacité de résoudre des problèmes. Et la notion du risque, pareil, vous êtes tous les deux ingénieurs. Finalement, vous auriez pu avoir une situation très confortable dans notre très beau groupe. Et finalement, vous avez décidé d'entreprendre. C'est quoi votre rapport au risque aujourd'hui ? En fait, moi, si je parle de ce que j'ai pu vivre comme situation et observation autour de moi, je pars du principe, quand on a des responsabilités, c'est de ne pas faire semblant. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité d'engager ce que j'appelle le skin in the game, c'est-à-dire qu'on va jouer sa peau pour pouvoir contribuer à faire quelque chose, de résoudre un problème plus grand que soi. Et de le faire pas seulement seul, il faut le faire avec d'autres. C'est-à-dire qu'on n'est pas en capacité, moi j'ai toujours cet adage qui dit qu'une personne n'est pas parfaite, mais une équipe peut l'être. Et c'est en étant une équipe qu'on peut résoudre des problèmes qui sont d'importance, qui peuvent être utiles, pour faire en sorte qu'on laisse derrière nous un monde un peu plus vivable que ce qu'on est par moment en train de faire. Et toi, après, moi, c'est vrai que quand j'ai commencé à vouloir créer une entreprise, je me suis posé la question, c'était quoi en fait le risque ? Qu'est-ce que je risquais, moi, en tant que ingénieur, à monter une entreprise ? Et je me suis rendu compte qu'au final, le gain, si vraiment l'entreprise réussissait, plus d'un point, pas forcément du gain financier, mais plus le gain, je dirais, par rapport à mes convictions, était beaucoup plus élevé que ce que je risquais de perdre. Parce que on sait très bien que j'ai un background d'ingénieur. Je sais très bien que si je monte une entreprise derrière, qu'elle échoue, parce que c'est possible qu'elle échoue, je peux toujours me relever, parce que j'ai quand même une fondation solide qui permettront de m'en sortir. Et donc, je me suis dit que je pense que à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune. Ça valait le coup justement de prendre le risque d'entreprendre pour faire avancer les choses, au lieu de rester dans le statu quo et continuer à travailler dans des grands groupes qui certes te donnent une situation confortable, mais avancent pas très rapidement sur les sujets qui sont assez importants pour le futur. Et Carino, pareil au démarrage, ton rapport à la science, est-ce que tu as des gens autour de toi qui ont fait le même parcours ou tu as été un peu le premier à t'intéresser c'est vrai que disais, tu voyais pas beaucoup de deep tech ou autre dans ton environnement. Qu'est-ce qui a fait le déclic un peu ? Moi, j'ai tendance à toujours faire un pas de côté et à me mettre hors de ma zone de confort. C'est-à-dire que je sais que dans mon entourage, tous les amis que j'ai eus au lycée, ils sont tous allés soit dans du commerce, soit dans des écoles d'ingénieurs, mais plus typées informatique. Moi aussi, je pouvais prendre ce chemin, parce qu'à l'époque, l'informatique, c'était... mais aujourd'hui, c'est très tendance, et j'avais des facilités dans l'informatique. Mais je connaissais un peu le domaine. Faire du code, ça
voilà, j'étais bon là-dedans, mais ça me passionnait pas plus que ça. Et je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui peut m'intéresser autre que ce que feront tous mes camarades de classe. Et c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à la partie mécanique. Et puis, aimant la complexité, je suis parti plutôt dans la mécanique des fluides, qui est encore un sous-domaine encore plus complexe que la mécanique. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai pu acquérir des compétences qui sont assez atypiques pour un jeune du quartier. Et justement, du coup, comment t'es venue l'idée de Léviathan? Est-ce que tu peux nous présenter ton activité? C'est vrai que j'étais à un moment charnière. L'entreprise dans laquelle je travaillais venait de se faire acheter par un géant de la pétrochimie. Moi, ce n'était pas du tout en phase avec mes valeurs. J'ai demandé à partir et je voulais monter un projet qui fait sens. Et c'est vrai que à ce moment-là, il se trouvait qu'on était en été, que les problématiques de réchauffement climatique étaient de plus en plus pesants. Et je me suis dit, forcément, avec les problématiques, avec le réchauffement climatique, mécaniquement, on va avoir besoin de plus en plus de rafraîchissement pour avoir un confort de vie raisonnable. Et le problème qu'on avait à l'époque, c'est que les gaz fluorés, qui sont utilisés pour faire des clims, ils ont un impact qui est très fort dans le bilan carbone. On parle de 2 à 3% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial qui sont liées à ces gaz. Je me suis posé la question, moi en tant qu'ingénieur, avec mes compétences, comment est-ce que je peux solutionner ce problème de faire du froid de façon plus durable? Et les galères de début, du coup Alors, on peut appeler ça des étapes, parce qu'effectivement, quand on avance, il y a des obstacles qui apparaissent, des choses qui sont planifiées, des choses qui ne le sont pas. Et donc, l'idée, c'est de toujours être préparé à affronter en fait ces obstacles. Et pour ne pas se laisser coincer très rapidement, il faut viser effectivement le pourquoi en fait on fait cette aventure et pourquoi on veut résoudre ces problèmes. C'est que c'est des problèmes qui ont un impact. Et quand on dit impact, nous, ce qui nous intéresse, et c'est pour ça qu'on a été épaulé ces dernières années par Team for the Planet, c'est parce qu'on veut combattre les gaz à effet de serre, on veut les tabasser. C'est le terme qu'il faut utiliser, le verbe qui est le plus adapté, pour pouvoir justement faire en sorte qu'on diminue cette quantité de gaz à effet de serre dans l'avenir. L'idée, c'est que quand on regarde dans le rétroviseur, on a déjà maintenant suffisamment de data pour nous expliquer ce qu'on a mis dans l'atmosphère. Et donc l'idée ici, c'est qu'on sait que le chemin sera semé d'embûches, ce ne sera pas facile. Pour autant, il faut être en capacité d'expérimenter, d'apprendre, de renforcer, d'améliorer. Et c'est une approche qu'il faut faire en continu. C'est-à-dire que si on attend, et ça, je dirais, tous les entrepreneurs le savent, si on attend d'avoir le produit parfait, on ne lancera jamais. Et donc l'idée, c'est qu'à un moment donné, il fallait dire, OK, on a suffisamment mûri une première solution, on a été avec cette solution sur le marché, convaincre les premiers clients, et de par là, apprendre plus rapidement, parce que le client va nous donner un certain nombre de retours qui sont très utiles pour encore aller plus loin. Voilà. Et justement, si on reprend au début, est-ce qu'à ce moment-là, il y a un peu des croyances limitantes potentiellement, que ce soit par l'environnement ou par les parcours que vous avez pu suivre? Est-ce qu'il y a un peu des barrières que vous êtes fixés vous-même et que finalement, dont après vous avez pu vous affranchir par la suite? Ou alors dès le début, finalement, moi je dirais que c'est l'inverse. Okay. Quand on se lance dans un projet deep tech comme le nôtre, en fait, nous, on va dire qu'on ne se rend pas compte en fait de la difficulté qui est devant nous, et donc on n'a pas de limite. C'est pour ça qu'au début, on est très enthousiaste, on essaye plein de choses, et après, plus on rentre dans le détail, plus on se rend compte pourquoi c'est complexe, pourquoi l'eau comme réfrigérant, ça n'a pas été utilisé avant. Et voilà, on se rend compte de la difficulté qui est devant nous. Et après, soit on a 2 cas de figure, soit on abandonne parce que c'est trop compliqué, soit on relève le challenge. Et nous, on aime la complexité en tant qu'ingénieur et on préfère relever des challenges techniques. Et c'est comme ça qu'on avance. Après, il faut compléter cette appétence à faire de gérer de la complexité par de la simplification et de la standardisation et de la pédagogie, parce qu'en réalité, il faut accompagner son innovation. Nos clients ne s'attendent pas à gérer des choses très complexes, ils veulent quelque chose qui marche et qui résout leurs problèmes. Et donc, une fois qu'on a traité le sujet qui n'est pas visible par le client, donc le complexe, on le gère,
il faut simplifier pour qu'à l'usage, parce que le client attend quelque chose qui soit facile à vivre. Et donc, il faut être en capacité de véhiculer le sujet qu'on a résolu pour que lui, ça l'aide dans ses opérations, ça l'aide pour qu'il s'approprie l'innovation, pour que ça se développe, parce qu'on veut aussi que ça massifie. Et c'est là où il y a, à un moment donné, une résolution de problème transformée en forme de produit simple à utiliser. Et comment on parle de simplicité pour nos auditeurs qui ne sont pas du monde scientifique, est-ce que vous pourriez nous décrire votre technologie et en quoi elle est révolutionnaire? Alors, nous, on traite de la thermodynamique. La thermodynamique, c'est le lien entre tout ce qui touche à la thermique et la mécanique. Et donc, on va comprendre des principes qui sont connus par nous, êtres humains, qu'on utilise tous les jours sans le savoir. L'été, quand on a chaud et quand on est à l'extérieur et quand on a chaud et on va mettre de l'eau sur son visage, cette sensation de fraîcheur qu'on a, elle n'est ni plus ni moins que l'évaporation de cette eau qui a emporté avec elle de la chaleur qu'on avait sur notre corps. C'est le principe. Ce que je viens de décrire là, c'est ce qu'on a encapsulé à l'intérieur d'une machine. C'est-à-dire qu'on va évaporer de l'eau, on va la comprimer, on va la condenser. Et c'est ce cycle qu'on va répéter qui va être en capacité de faire un échange de calories pour permettre de créer, avec de l'air qui est chaud à l'extérieur, de la fraîcheur qu'on aura à l'intérieur. L'utilisation de l'eau comme réfrigérant naturel est quelque chose de connu de l'être humain depuis très longtemps, sauf qu'on ne l'a pas encapsulé sous forme de machine. Et donc, c'est ce qu'on fait. Mais pour cela, il nous manquait à l'origine, et donc Carino et Alan Chauvin, qui est l'autre cofondateur, ils ont levé un certain nombre de verrous parce qu'ils n'ont pas trouvé ce compresseur nécessaire. Et c'est pour ça qu'ils se sont attelés à résoudre cette première étape. Et donc, nous sommes en capacité aujourd'hui de concevoir et fabriquer des compresseurs centrifuges qui fonctionnent sous vide. Et c'est bien l'accumulation de ces trois éléments qui nous permettent, avec la vitesse de rotation, de pouvoir comprimer de la vapeur d'eau et de pouvoir l'utiliser comme étant un réfrigérant, comme les réfrigérants qu'on retrouve depuis des années dans les machines qui font du chaud et du froid. Donc ça, c'est la première innovation que nous portons et c'est ce que nous voulons apporter comme alternative aux solutions existantes sur le marché aujourd'hui. Le chemin n'est pas simple, pour revenir sur cette notion d'obstacle. Encore une fois, on est armé par une logique de coopération et de collaboration avec d'autres. Donc je reviens avec mon concept de dire une personne, une équipe. Là maintenant, j'étends un peu le principe à d'autres entreprises qui sont aussi, comme nous, intéressées par apporter leur contribution pour pouvoir apporter des solutions alternatives en éliminant les gaz fluorés qui sont très nocifs et très impactants au niveau réchauffement global. Il faut savoir, juste pour fixer les idées, et je finis par là sur la côté pédagogique, il faut savoir que les gaz qui fuient des machines qui font du chaud et du froid, donc les climatiseurs, les groupes froids, les pompes à chaleur, quand ça fuit, ça se retrouve dans l'atmosphère pendant très longtemps. Et leur pouvoir de réchauffement global est plusieurs centaines de fois, milliers de fois supérieur au CO2, qui est déjà quelque chose qui n'est pas bien. Et l'ensemble, annuellement, c'est l'équivalent de ce que peut émettre un pays comme le Japon, ou comme le secteur de l'aviation dans sa totalité. Donc on ne parle pas de peu, on parle de gigatonnes de tonnes CO2 envoyées à cause de ces solutions existantes. Certes, il y a une réglementation qui s'appelle l'AFGAS pour faire ce qu'on appelle la réduction dans le temps, mais il faut être en capacité rapidement de proposer des alternatives pour les remplacer. Et du coup, les bénéfices pour vos clients, donc les entreprises, on peut citer quelques exemples, j'imagine aussi. Alors, on a nos premiers clients, en fait, avec qui nous menons des projets pilotes. Pourquoi on mène des projets pilotes? Parce qu'on veut aller apprendre sur le terrain. On ne veut pas apprendre dans un laboratoire, on apprend sur le terrain. Donc, on emmène nos machines, on les installe. Et on a deux types de solutions. La solution qui concerne l'usage humain. Donc, nous, humains, on a besoin de confort thermique. On est bien quand la température, l'hiver, elle est dans les 19 degrés, l'été, 25 degrés. Ça, c'est les nouvelles cibles qu'il faut qu'on ait. Et quand on parle de process, de machines, il y a des machines qui chauffent. Et donc, il faut les maintenir sous une certaine température, sinon elles ne fonctionnent plus comme il faut. Donc, on parle de groupes froids pour ça. Et donc, on fabrique des groupes froids. Les data centers? Les data centers, c'est quelque chose qui est réellement dans notre ligne de mire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ont deux sujets à résoudre. Le problème de la consommation d'énergie. Et le deuxième, c'est tout ce qui est pollution qui peut venir de la production de froid. Il se trouve qu'il y a un troisième axe, et je reviendrai tout à l'heure dessus, c'est l'eau. Et l'eau, pour nous, est quelque chose qui est important. Et on a pour cela une autre solution dont je parlerai tout à l'heure. Les deux premiers points, les data centers, ils ont une facture électrique, comme tous. Et d'ailleurs, c'est là-dessus qu'on aide nos clients, nous, en fait, parce qu'on leur permet, en même temps qu'ils fabriquent du froid,
c'est de pouvoir consommer moins d'énergie. Et ce qui est important dans ce genre de solution, il faut apporter un coefficient de performance qui est la capacité de donner 1 kWh électrique à la machine et de récupérer des kilowatts thermiques en retour. Et donc, plus le ratio entre les deux est grand, plus c'est intéressant. Et donc, nous, on diminue la facture électrique pour ces clients. Et donc, ça, c'est intéressant. En sachant qu'on est dans un environnement aujourd'hui où la plupart des industriels, justement, cherchent à réduire leurs dépenses, leurs coûts. Oui. Et votre solution, finalement, leur permet au-delà d'être un avantage financier, mais c'est aussi un avantage environnemental fort. Oui. Et eux-mêmes peuvent contribuer justement à sauver la planète en produisant de la richesse. C'est ça. Il y a effectivement, et tu as raison de préciser cet élément-là, nos clients, on les aide sur le court terme pour protéger le long terme. C'est-à-dire que si on leur demande, et à nous tous, on est tous convaincus qu'il faut faire quelque chose sur le sujet de l'environnement, de ce qu'on parle de concrètement comment on fait pour pouvoir aider à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, de consommer moins, d'être sobre, de consommer moins d'énergie, moins d'eau. Nos clients, chaque personne, elle est convaincue qu'il faut faire quelque chose. Mais en tant qu'entreprise, c'est toujours difficile parce qu'on est empêtré dans des systèmes financiers qui sont ce qu'ils sont. Et donc, sur ce thème-là, précisément, on les aide à diminuer leur OPEX court terme. C'est-à-dire que là, c'est ce qui leur permet d'adopter la solution maintenant court terme. Long terme, on va les aider à générer de l'extra-financier, c'est-à-dire des tonnes CO2 évitées, ça s'appelle des dividendes climat. Et c'est ce qu'on génère, nous, chez Léviathan Dynamics. On participe depuis la première édition là, en 2022-2023. Là, tous les ans, chaque machine qu'on installe, on va calculer le nombre de tonnes CO2 non émises dans l'avenir. Et ça devient un indicateur d'impact non financier pour pouvoir compléter notre solution. Et moi, ce qui m'a marqué lorsque je suis venu vous voir à La Courneuve, c'est que finalement, votre technologie, elle est aussi possible sur le traitement des eaux usées. Oui. Peut-être, Carino, est-ce que tu peux nous parler un petit peu aussi de ce cas d'usage qui est aussi passionnant, puisque avec une même technologie, vous adressez plusieurs usages. Oui, effectivement, en fait, c'est pour l'anecdote, c'est une machine qu'on a développée un peu par hasard. C'est en faisant des tests sur nos machines de froid où on s'est rendu compte que, parce que les premiers prototypes qu'on avait, en fait, on avait mis des cuves avec des parois transparentes pour voir comment ça s'évaporait, comment ça se condensait. Et on s'est rendu compte, parce que nous, on utilise de l'eau du robinet pour remplir nos machines. On s'est rendu compte qu'au niveau de la partie évaporation, l'eau devenait de plus en plus trouble, alors que le côté condensation, l'eau devenait de plus en plus transparente, de plus en plus limpide. Et c'est là on s'est dit, mais en fait, on est en train de fabriquer une machine à distiller de l'eau qui est hyper efficace. Parce que derrière, on recycle en fait l'énergie de la vapeur pour entretenir l'évaporation. Et là, La petite blague, c'est est-ce qu'on peut faire de l'alcool avec de l'eau ou pas? Ça, c'est un des sujets sur lesquels on aimerait travailler. Je rigole, je plaisante. Mais l'anecdote du café, là, c'est une légende, ça. Non, parce qu'après, effectivement, pour démontrer qu'on traitait vraiment de l'eau, parce que voir de l'eau trouble, c'est pas très impressionnant. On avait rempli l'évaporateur d'eau mélangée avec du café. Et derrière, on a lancé la machine et on voit sur la vidéo, on a une vidéo sur YouTube qui circule, où on voit que progressivement, le condenseur se remplit d'eau qui est limpide, alors que côté évaporateur, on voit le café qui se concentre. Et du coup, là, l'usage, pareil pour un industriel, c'est en fait dans le cycle. Est-ce que aussi, pareil, tu peux nous expliquer? Alors, l'eau est devenu un sujet depuis 2022. 2022, il faut rappeler, il y avait une sécheresse. Et il y avait donc l'été 2023 un sujet qui a été porté au niveau national pour dire qu'il y a un plan eau pour viser en 2030 d'avoir entre 8 et 10% de l'eau recyclée. Sauf que le point de départ, il est de 1%. En France, 1% seulement des eaux industrielles qui sont usées et recyclées ou retraitées pour être réutilisées. Donc on part de très, très bas, très loin. Le fait qu'il y ait des sécheresses, le sujet eau est devenu quelque chose d'important. Et c'est invité en fait à la table des dirigeants en disant si demain j'ai pas l'eau, je ne peux pas générer mon chiffre d'affaires. Ce n'est plus une question de dire combien coûte un mètre cube d'eau. Un mètre cube d'eau, aujourd'hui, ça coûte, mais pas très cher, ça coûte quelques euros, 5 euros, pour arrondir.
Avant 2022, quand je discutais avec les dirigeants, ils me disent ouais, mais attends, mais je vais gagner 2000 mètres cubes par an, bon, je multiplie par 5, bon, ça fait un gain. Or, le sujet, il est plus complexe que ça en réalité. Deux sujets. Le premier, c'est que le coût de traitement des effluents qu'il génère coûte cher. Il faut venir avec un camion, transporter ces différents effluents et aller très loin des yeux, loin du cœur. Et à ce moment-là, on va les cramer, on va les brûler et on va générer des tonnes de CO2. Il faut savoir que les eaux industrielles certaines, quand on ne sait pas quoi en faire, on les brûle. Donc ça génère des tonnes de CO2. Donc on revient au même sujet de tabasser des gaz à effet de serre. Donc ça nous intéresse. C'est une bagarre intéressante. Et au-delà de ça, on va pouvoir récupérer 80% de l'eau qu'il avait déjà payée une fois pour pouvoir la réutiliser. Et là, c'est quelque chose qui a de la valeur. On va concentrer des solutions et en plus, on va le faire d'une manière sobre énergétiquement parce qu'on va faire évaporer l'eau à 35 degrés. Là où chez nous, quand on met une casserole sur le feu, il faut attendre 100 degrés. Donc toute l'énergie pour aller de 35 degrés à 100 degrés, on ne va pas la consommer. Et donc pour cela, en fait, on a une solution qui est compacte, qui est en capacité de consommer moins d'énergie, de récupérer 80%, et 80% c'est le minimum. On peut aller plus loin selon les effluents, pour pouvoir ne traiter que ce qui reste. Notre rêve, c'est que demain, on puisse se faire accompagner par d'autres startups, d'autres entreprises qui vont traiter ces concentrats pour ne pas dire que c'est un déchet, ça devient quelque chose qui a de la valeur. Et là, il y a beaucoup de choses encore à faire. Théo, tu vas monter une startup, c'est bon. Et justement, on parlait beaucoup des industriels. Est-ce qu'un jour, la solution Leviathan Dynamics a aussi pour objectif de servir le grand public, notamment sur le chaud-froid avec la climatisation? C'est une bonne question, Théo. L'idée, c'est qu'actuellement, nous, vu notre taille, on est en capacité de travailler seulement en B2B. On travaille avec des industriels qui sont avec certaines problématiques, qui ont des équipes en face et on peut parler. On est sur des projets plutôt industriels. Pour être en B2C, pareil, nous seuls, je pense qu'il faudra beaucoup plus de ressources. Donc, on va plutôt trouver des chemins pour collaborer avec d'autres entreprises, avec d'autres partenaires qui sont plutôt présents sur des territoires, qui sont en capacité de gérer la relation avec les utilisateurs, comme on peut l'être nous dans nos vies civiles. Et donc, l'idée ici, c'est de pouvoir, à ce moment-là, et simplifier, et apporter une réponse pour que nous tous, on puisse accéder à cette technologie. Donc c'est notre objectif qui est sur notre feuille de route pour pouvoir arriver à construire des machines suffisamment simplifiées encore plus, suffisamment plus petites, suffisamment moins chères, parce que ça aussi c'est un élément important, parce que nous, dans nos besoins de tous les jours, on a besoin de machines plutôt de quelques kilowatts pour pouvoir gérer des espaces qui sont plus petits. Alors que là, d'un autre côté, pour l'industrie, on parle en dizaines de kilowatts. Ou centaines. Là, pour nous, on a besoin de machines plus petites. Et ça fait partie de notre feuille de route pour pouvoir atteindre cette machine-là. Et pour y arriver, l'étape de la levée de fonds est nécessaire ou vous auriez pu faire différemment ? Alors, on a essayé de faire différemment le plus longtemps qu'on puisse faire, mais la levée est nécessaire, bien sûr, parce qu'en réalité, on a besoin d'étoffer l'équipe pour avoir plus de capacité d'aller plus vite. Ça, c'est le premier important. En réalité, c'est une question de temps. C'est une question aussi d'avoir la capacité de laisser advenir nos solutions sur le marché, qu'elles puissent se diffuser, qu'elles puissent se massifier. Et la levée, c'est ce qui nous permet de pouvoir faire ces trois éléments. Le premier, c'est d'avoir une usine. Et donc là, maintenant, depuis la levée, on a une nouvelle usine dans laquelle on a de l'espace. On a des conditions un peu meilleures au niveau sécurité, au niveau du flux, pour qu'on puisse mieux travailler pour construire nos machines. Deuxièmement, on complète notre équipe pour qu'on puisse aller sur le marché, donc avec les commerciaux, avec des ingénieurs qui vont venir étoffer nos équipes. Mais en même temps, on embauche aussi des techniciens qui vont être aussi des personnes qui vont avoir un rôle important pour nous aider à construire et aller apporter aussi nos solutions sur le terrain. Et le troisième élément, c'est bien sûr de continuer à avoir toujours cette phase que Carino adore beaucoup, ce qui est de continuer à travailler sur la R&D et de gérer des idées pour pouvoir développer des nouvelles solutions. On en a, et donc on va réserver une partie de nos activités quand même pour avoir toujours ce coup d'avance pour préparer l'avenir. Et est-ce que vous pensez le fait d'avoir initié l'entreprise dans le 93 a été un frein pour accéder au financement ou pas ? Alors, c'est pas simple, mais pour nous, comme me disait Carino tout à l'heure, en réalité, on ne voit ça ici. Des obstacles, il y en a partout.
c'est pas ça qui nous arrête en fait. En réalité, on est en capacité actuellement, sur les 18 personnes que nous sommes, on parle 11 langues différentes. Donc on est très porté sur l'interculturel. Parler avec un fonds en France ou ailleurs, on peut le faire. Sauf qu'on a privilégié effectivement l'ancrage territorial. On a de bonnes relations avec Plaine Commune, avec la Seine-Saint-Denis. Les gens qui sont autour de nous sont des gens bienveillants qui veulent quand même faire en sorte qu'on puisse développer des activités. On était dans une pépinière, pareil, avec une super ambiance qui est portée avec des gens qui sont vraiment passionnés. Et en plus, on a côtoyé plein d'autres entrepreneurs. Et c'était en plus au milieu de la Cité des 4000. Tout à fait, tout à fait. Et c'est impressionnant, puisque finalement, lorsqu'on arrive, on vient vous voir, on est au milieu des tours. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des entrepreneurs talentueux, oui. À la pointe de technologies, des technologies de rupture, et qui portent des valeurs et une ambition pour tabasser, pour reprendre ton expression. Donc, on voit que le il va rester celui-là, il va rester. Ça marche, merci. Et donc moi, je suis très content de pouvoir vous accompagner justement dans votre développement. Merci. Et vous avez été mon premier investissement chez Time4. Pareil, comment vous nous avez perçu Time4 lorsqu'on est arrivé vous voir, pour discuter En fait, la rencontre, c'était avec Théo, qui était avec Christophe Moras, qui est le directeur de la pépinière. Et on s'est croisés dans un couloir, en fait, très rapidement. On était en train de finaliser notre levée, on était bien avancé. Et on s'est dans la fameuse pépinière, justement. Exactement, c'est là où Théo était venu pour rencontrer différents entrepreneurs. Et donc, il a passé la tête, j'imagine, pour voir notre atelier. Il a vu des choses. Et je ne m'attendais pas, c'est vrai, en faisant le tour un petit peu du bâtiment, à tomber tout de suite sur un projet comme Léviathan. Il y avait les machines, je me rappelle, en plein milieu, les boîtes à outils partout. C'était assez impressionnant à voir. Oui. Et c'est venu de là, en fait, la première rencontre. Après, comme toujours, il y a le processus classique, d'envoyer un deck, d'avoir des visios. Et après les visios, on s'est rencontrés, on s'est revus. Et à ce moment-là, on a vu qu'il y avait quelque chose à faire ensemble. Et ce qui est top, c'est que le reste des investisseurs a accepté aussi qu'on élargisse un peu le tour et le fait d'avoir Daphne et d'avoir Time4. Moi, je trouve que c'est aussi une belle chose. Et on est ravis aussi de vous avoir avec nous. Question. Ouais, j'ai aussi une question pour Carino sur justement, on parlait de financement. À quel moment se pose pour toi la question du financement au début et qu'est-ce que tu te dis quand justement la question se pose? C'est vrai que on parlait du risque au début. Voilà, moi et Alan, parce qu'au début on était deux fondateurs. On s'est toujours dit, voilà, on met un ticket de notre argent personnel. On avait mis 45 000 € à deux au départ. Et on s'est dit, voilà, c'est tout ce qu'on mettra en termes de fonds. Parce que voilà, on sait qu'il faut quand même amorcer la machine. Mais derrière, il ne faut pas se mettre en danger d'un point de vue personnel en prenant des prêts bancaires qu'on ne sera pas en capacité de rembourser si jamais le projet échoue. Et derrière, à partir de ce moment-là, on sait bien qu'un projet industriel avec 45 000 €, on ne peut pas faire grand-chose. Donc la question du financement, en fait, est arrivée dès le départ. Et on a trouvé, au début, on était à l'incubateur des arts et métiers. On a trouvé justement des portes de financement divers et variés. On a eu la bourse French Tech à l'époque. On a eu des financements européens qui nous ont permis de construire en fait les premiers prototypes, déverrouiller, les verrous principaux. À la technologie, démontrer que c'est possible d'utiliser l'eau comme réfrigérant. Et à partir de là, en fait, on a pu débloquer d'autres fonds, plutôt institutionnels au début. Et c'est vrai qu'après, une fois qu'on a grossi en taille et où on a commencé à avoir des besoins financiers plus importants, on a commencé à se tourner vers les fonds. Et on remercie Team for the Planet, qui est les premiers fonds à avoir cru en Léviathan. Et par la suite, maintenant, on a notre dernière levée de fonds de 5,5 millions, si ma mémoire est bonne, avec les partenaires qu'on a aujourd'hui, on les remercie, parce que vraiment, sur un projet industriel, c'est vrai que ce n'est pas des sujets qui sont très tendances, parce que beaucoup de fonds vont plutôt sur tout ce qui est numérique, digital, IA. Nous, on essaye de porter l'industrie, de faire en sorte que la France se réindustrialise aussi. Et c'est vrai que ce n'est pas des sujets tendances et qui sont très risqués pour les fonds aussi.
Et on remercie tous les partenaires qui ont cru en nous. Et pour les prochaines générations d'entrepreneurs qui veulent se lancer un peu comme vous, en tant qu'entrepreneur, mais plutôt sur un secteur industriel, quels seraient les conseils que vous pourriez leur donner ? Moi, mon data, c'est les sujets, ce qu'on appelle hardware, en fait, de la construction de machines. Et je pense que si on veut participer à reconstruire, en fait, un peu d'industrie de proximité, des écosystèmes de fournisseurs, de clients, de parties prenantes locales, d'avoir la communauté dans laquelle on vit, etc. Et il faut être en capacité de porter aussi des projets, pas que, mais des projets aussi de hardware. Et c'est des sujets qui sont super passionnants. En réalité, d'être en capacité de voir tous les objets qui sont autour de nous là tout de suite et de dire mais comment ils ont fait pour la construire ? Est-ce que ça a été plutôt est-ce qu'ils ont forgé ? Est-ce qu'ils ont utilisé de la fonderie ? Est-ce qu'ils ont soudé ? Est-ce qu'ils ont mis un coating dessus pour pouvoir la finir ? Et tout ça, tout de suite, il y a plein de métiers qui sont derrière et qui sont super passionnants. Celui qui a créé la table qui est devant nous, bon, il y a le côté artistique, mais il y a aussi le côté technique, comment ça a été fait. Et ces aspects-là, ils sont super intéressants dans le sens où on peut être en capacité de rattacher son cerveau, son cœur et ses mains en même temps. C'est des métiers où on peut mettre en pratique tout ça parce qu'on a besoin, quand on est dans le hardware, d'utiliser ses 5 sens. On ne va pas juste utiliser une partie de son corps, on utilise tout. Quand on va dans l'atelier, et donc on aura l'occasion de se voir prochainement dans l'atelier, j'ai hâte. C'est là où les choses réelles se passent et c'est passionnant. Et toi, Carino, si tu devais te donner un conseil à l'entrepreneur c'est vrai, un conseil à donner, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut limiter ses engagements personnels en termes de, aussi bien en caution bancaire qu'en investissement dans l'entreprise. À un moment, il faut se dire... on mise ce paquet-là. On va pas au-delà parce que sinon on risque de rentrer dans une boucle infernale où on va mettre en caution sa maison pour pouvoir financer le projet. Et là, si ça échoue, on s'en sort plus. Ça, c'est la partie un peu maîtrise du risque. Et après, c'est aussi la partie communication. Et c'est là où on n'est pas très bon nous aussi. Mais je pense qu'il y a chez les entrepreneurs, surtout ceux qui font des startups un peu deep tech, il y a cette crainte en fait de si on parle trop de notre projet, l'idée va se faire voler. Alors qu'en vrai, c'est très rare en fait qu'on se fait voler des idées. Et il vaut mieux en parler au plus de l'idée et de comment la développer au plus de monde possible pour embarquer le plus de gens possible en fait. Et si j'ai un conseil à donner, c'est ça, et de vraiment s'ouvrir au monde parce que honnêtement, la plupart des retours des clients qu'on a eus, en fait, c'est vraiment... on a parlé à quelqu'un qui a parlé à quelqu'un qui dit « Ah bah tiens, Léviathan, il travaille là-dessus. » Et on a été mis en relation comme ça. Et pour une personne qui n'a pas forcément la chance d'avoir les bons codes, les bons moyens financiers, le bon entourage pour être propulsé, pareil, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour eux, pour ces personnes qui ont cette énergie, cette soif de connaissance, cette soif de pouvoir construire, justement, ce que tu disais avec l'alignement cœur-main, et se dire, en fait, moi, je peux devenir entrepreneur demain, et comment j'arrive à surmonter les obstacles. Alors, en fait, une entreprise seule ne peut pas exister sans une connexion avec son écosystème. Ce qu'on appelle les parties prenantes d'une manière un peu plus large. Et donc, elle a un devoir d'ouvrir, aussi de s'ouvrir pour que des jeunes, nous, la semaine dernière, on avait un jeune qui était en 3 semaines de découverte d'entreprise, un jeune en 3e, super adorable. Le gars, il était d'une maturité, mais encore faut-il que cette maturité rencontre une porte ouverte dans une entreprise pour qu'il puisse rentrer et comprendre un peu quels sont les métiers qu'on a chez nous. Peut-être que demain, il ne fera pas exactement un métier qu'il avait vu, mais au moins, il sait qu'il a vu ce métier, il peut changer. Et donc cette capacité d'entreprise à être ouverte à des stagiaires, à des alternants, nous, on en a eu plusieurs. On a eu comme toute start-up, on a eu aussi avec nous des stagiaires. Certains sont partis finir leurs études, ils sont revenus, on les a embauchés et ils sont aujourd'hui responsables de certaines parties de notre activité. Donc, c'est ça qu'il faut être en capacité de faire. Pour parce qu'un jeune qui n'a pas eu la capacité, ou la possibilité plutôt, de rentrer dans une entreprise et de comprendre comment ça marche,
Il ne peut pas, juste par l'imagination, se projeter pour dire moi aussi j'ai envie de faire. Et je pense que c'est une responsabilité de l'entreprise de pouvoir faire ça. Ça prend un peu de temps, c'est vrai, mais il faut être en capacité de dire que c'est important et donc de se répartir la tâche. Et on peut pas, pareil, on n'a pas tous tout le temps pour faire ça, mais en étant un peu créatif, on s'adapte, on peut, et ça c'est à mon sens un message qui est à passer. Pour pouvoir aider des jeunes pour réellement avoir cet appétit de dire l'usine, parce que nous on dit usine, c'est pas un gros mot usine. Usine c'est un lieu, comme j'ai dit, les Japonais appellent ça le Gemba, c'est le lieu réel où les choses se passent. Et donc il faut être en capacité d'aller sur ce lieu-là et d'apprendre. Ouais, le TPS. Le TPS entre autres, mais on peut parler aussi TQM, on peut parler aussi... Exactement. Ce qui m'intéresse de comprendre là aujourd'hui, c'est finalement, c'est quoi votre rêve avec Léviathan? Tous les quatre, là, on se retrouve dans 15 ans. Qu'est-ce que vous avez accompli? Bon, on aura suffisamment tabassé les gaz à effet de serre. Moi, le premier. Et on aura utilisé et préservé la ressource sur nous. En réalité, de pouvoir travailler... Alors, jusqu'à récemment, on parlait de stress hydrique. Malheureusement, il y a 2 semaines, il y a un rapport de l'ONU qui a commencé à parler de faillite hydrique. C'est-à-dire qu'on commence à être vraiment en train de vraiment être dans une situation très difficile avec le sujet eau. Nous, ce que nous voulons, c'est contribuer à ce que chaque usine qui utilise de l'eau, elle puisse être sur place, localement, de récupérer le maximum d'eau et de le faire travailler le plus longtemps possible, de réduire son impact sur la biodiversité. Ça, c'est un premier objectif. Et c'est notre rêve. Le deuxième, c'est qu'on puisse refroidir ou réchauffer d'une manière raisonnable et sobre les différents besoins humains et process en utilisant l'eau comme réfrigérant naturel. Bien sûr, il n'y a pas que l'eau dans la vie, c'est vrai. Mais nous, en tout cas, notre contribution, on va la faire et on va l'installer. Et ce n'est pas un sujet territorial, ce n'est pas qu'un sujet français. C'est un sujet qui touche déjà pas mal de régions dans le monde. Et donc, notre feuille de route, encore une fois qu'on a simplifié, qu'on a standardisé, qu'on a maîtrisé et maturé notre technologie, c'est de pouvoir aussi se faire aider par d'autres régions pour qu'elles puissent aussi être en capacité de construire ces différentes solutions localement pour pouvoir diffuser au maximum. Et votre ambition, elle est internationale ou franco-française? C'est ce que je viens de dire, elle est internationale forcément. Et comment on fait pour adresser l'international? C'est, encore une fois, on revient à l'humain. Je pense que c'est l'international qui marche, il passe par des relations, par des connexions. Mais aussi, il faut se comprendre les systèmes, encore une fois, les systèmes de fonctionnement des autres. Être en capacité de s'adapter pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une réussite au bout. Et moi, j'ai peut-être aussi, parce que Naoufel, tu parles beaucoup d'humain, je reviens aussi sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur une personne ne peut pas être parfaite, mais une équipe, elle, peut l'être. Oui. Donc là, c'est une question pour vous deux, et c'est sur le sujet de l'association, où voilà, quand on veut entreprendre, c'est potentiellement un vrai enjeu si on est tout seul. Oui. Vous, un petit peu, comment ça s'est fait et quels sont un peu vos conseils là-dessus pour trouver finalement les personnes complémentaires sur des projets et comment aller chercher... et je pense que vous êtes un bon exemple, ou Carino avec Alan sur vraiment la partie ingénierie, et ensuite Naoufel qui est arrivé pour compléter les compétences de l'équipe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça? Moi, je pense qu'il ne faut pas négliger quand même qu'il y a un facteur chance qui est assez important dans l'entrepreneuriat. C'est vrai que moi, dès que j'ai monté Léviathan, au début, j'étais tout seul. Mais je me suis dit que j'y arriverais jamais tout seul. Donc rapidement, j'ai cherché un associé et j'ai eu la chance. Voilà, j'ai posté une petite annonce pour trouver des gens qui cherchaient des projets dans lesquels s'investir. Et voilà, au bout du 3e candidat, j'ai eu Alan qui m'avait l'air hyper motivé pour travailler sur des sujets de développement durable et qui étaient complémentaires par rapport aux compétences. Donc ça, c'est la première chance que j'ai eue. On a pu avancer et là c'est pareil, j'ai la chance que, parce que dans les premières années il ne faut pas se voiler la face, l'entrepreneuriat c'est très demandant. Nous on fait énormément d'heures, d'ailleurs l'équilibre vie pro vie perso n'est pas très respecté chez les fondateurs historiques de Léviathan. Et oui, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui était un acharné du travail comme moi pour faire avancer les choses vite. Et puis, pareil, quand on a voulu augmenter le nombre de fondateurs, on a eu la chance de rencontrer Naoufel. Ça s'est pas fait.
je dirais immédiatement, on a vu 2-3 profils avant Naoufel. Et là, on a rapidement vu que Naoufel partageait nos valeurs et il avait des compétences complémentaires. Et c'est comme ça qu'on a réussi, je dirais, à l'intégrer. Je pense qu'il est content aujourd'hui d'être avec nous. Peut-être. Non, bien sûr. Non, en réalité, c'est ça. En fait, vous connaissez l'adage qui dit que plus on se prépare, plus on a de la chance. Et donc, c'est vrai que la préparation, c'est du travail, en fait. Et donc, une des constantes qui est importante, c'est que quand on veut s'engager, et je reviens sur ce que je disais au début, de vraiment s'engager, c'est de ne pas avoir peur de travailler, parce qu'il n'y a pas de mystère, en fait. Et effectivement, ce qu'il faut veiller, c'est effectivement avoir une hygiène de vie qui permet d'être en capacité de fournir de l'effort dans la durée. On ne peut pas obtenir des résultats instantanément, donc il faut avoir de la patience, il faut avoir de la persévérance. En fait, le plus difficile au début, c'est de prendre la décision d'agir. Donc une fois qu'on a pris la décision d'agir, après derrière, il faut tenir dans le temps, donc il faut être tenace. Et pour finir sur ce que disait Carino, c'est clair que de pouvoir revenir vers l'humain, c'est cette notion d'écoute et de respect qui permet de dire, parce que, encore une fois, ce que disait Samir tout à l'heure sur les obstacles, il y en aura. Donc, c'est pas quand on est en face de l'obstacle qu'à ce moment-là, il faut qu'on règle nos comptes en disant, tiens, effectivement, il y a peut-être un sujet à discuter. Non, il faut être en capacité d'être en confiance et de construire cette confiance. Et cette confiance, elle est à construire tout le temps. Et la maintenir, c'est quelque chose qui est important. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, mais je pense au global, il faut être en capacité de pouvoir surmonter des obstacles ensemble pour justement continuer à faire porter le projet le plus loin possible. Et lorsque tu parles d'hygiène de vie, est-ce que tu pourrais nous expliciter ce que ça peut vouloir dire être déjà, alors c'est un sujet que je peux simplifier d'une manière la suivante, c'est de dire déjà, il faut être bien avec soi-même déjà. Quand on parle d'être bienveillant, il faut être bienveillant avec soi déjà, premièrement, puisque ça c'est quelque chose, personne d'autre peut le faire pour nous. Deuxième niveau, c'est d'être en bienveillance avec les autres, mais tout en étant exigeant. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité de pouvoir faire confiance, de pouvoir vérifier et contrôler a posteriori, bien sûr que tout va bien. Et ça, c'est un exercice initial qu'il faut compléter par, effectivement, de bien dormir, de bien manger, de pouvoir... et ça, c'est les basiques, mais qui ne sont pas forcément, je dirais, automatiques à faire. Et pour finir, avoir, comme j'ai dit, des capacités et des relations de travail qui font qu'on garde ce plaisir de faire. Parce qu'il ne faut pas oublier cette notion de plaisir à faire ce que nous faisons. Il n'y a pas une demi-journée qui passe sans qu'on entende un éclat de rire quelque part dans l'équipe. Ça fait partie en fait, de l'ambiance qu'il faut avoir. Maintenant, bien sûr, il faut travailler, comme je dis, mais il faut aussi se permettre de prendre ce plaisir-là. Et pareil, une notion de plaisir que j'ai, c'est de travailler avec des gens qui ne me ressemblent pas. Oui. J'ai entendu que vous aviez 11 nationalités. Oui, 11 langues différentes. Ouais. Et 11 langues différentes. Oui. Comment vous arrivez à créer un peu cette harmonie en fait, on s'aperçoit qu'on a des valeurs plus grandes que nous, en fait. Ce qu'on veut faire, c'est quelque chose qui nous dépasse, et ça, c'est super. On n'est pas en train de résoudre un problème simple, et donc on en est conscient. Et c'est cette universalité, j'ai fini par le dire, le côté universel en fait de ce que nous voulons faire, je pense, qui nous réunit. Okay. Super. Je pense qu'on arrive à la fin, je crois, non ? Alors, à votre avis, qui on devrait inviter à votre place la prochaine fois sur ce podcast ? Il y a plein d'autres entrepreneurs à la pépinière déjà de la Courneuve. Donc, c'est des personnes qui sont aussi talentueuses et qui peuvent apporter aussi leur contribution. Donc, je pense que vous aurez peut-être d'autres rendez-vous là-bas. Plaisir. Est-ce que chacun d'entre vous pouvez piocher une carte devant vous et nous la lire, s'il vous plaît ? T'as déjà pris la première ? J'ai même pas lu, mais... Ok, je prends au hasard celle-ci, allez, hop.
Mon moteur au quotidien, c'est... j'ai envie de dire... c'est... Je pense que ce qui me motive tous les jours, c'est de voir que le projet, même si on est dans une phase où voilà, c'est un peu la loi des 80-20, les 20%, les premiers 20% du temps du projet, c'est là où on fait les 80% du temps, où on lève les 80% des problèmes, mais les 20% restants, en fait, ils prennent 80% du temps à lever. Et c'est vrai que voilà, ce qui me motive tous les jours à aller au travail, c'est de voir que chaque jour, en fait, on trouve des solutions aux problèmes techniques. Et c'est pareil, on trouve aussi de nouveaux je dirais, prospects, clients qui sont intéressés par nos produits. Et ça, c'est je dirais, la plus grande motivation qui peut être donnée Matérialisé de façon très concrète, finalement, ce que tu avais visualisé en tant qu'ingénieur. Oui, voilà, ça, c'est vrai que c'est ça qui m'a fait vouloir travailler dans l'industrie. C'est contrairement à faire du code, et c'est vrai que quand on fait du code, il y a une certaine satisfaction à voir que ce qu'on a codé, ça réagit bien. Mais partir d'une feuille blanche et avoir un objet physique à la fin, ça c'est vraiment ce pourquoi je trouve que l'industrie c'est bien. Et moi, donc ce point, c'est ce que j'aimerais dire à l'ado que j'étais. Alors, j'aurais bien aimé aussi parler à l'enfant aussi, de manière plus générale, mais moi, je dirais, c'est de continuer toujours à comprendre, et donc comprendre le monde autour de moi, de lire beaucoup, de dessiner beaucoup, de peindre beaucoup, de s'intéresser à plein d'autres arts qui sont autour de nous, parce que je pense que c'est important, comme j'ai dit à un moment donné, c'est que notre côté rationnel est important, et je pense qu'on peut piocher plein de solutions en allant chercher nos autres capacités qu'il faut travailler, et donc il faut continuer à cultiver pour pouvoir, justement, quand on rencontre des problèmes, d'être en capacité d'être créatif et de trouver des réponses. Voilà ce que je dirais simplement. Très inspirant. En tout cas, merci beaucoup. Merci Carino, merci Naofel, merci Théo. Merci à notre partenaire Gaz Européen et merci aux auditeurs. C'était un vrai plaisir de vous avoir sur le podcast de Time For. Merci à vous. Plaisir est partagé. Cet épisode est sponsorisé par Gaz Européen. Bien plus qu'un fournisseur d'énergie, Gaz Européen accompagne ses clients vers une consommation plus responsable et durable grâce à des solutions concrètes pour réduire leur empreinte carbone.